Bonjour, chers étudiants. Je m'appelle Monsieur Yarosh Merwad. Je suis chargé de partager avec vous le module de comptabilité bancaire. D'abord, pourquoi la comptabilité bancaire? C'est juste pour vous dire que les banques ont un système comptable qui leur est propre parce que dans le secteur bancaire, il y a beaucoup de particularités en fait qui nécessitent en fait des traitements comptables qui sont spécifiques. Mais avant d'entrer sur cette partie comptable, il faut d'abord regarder l'environnement bancaire, regarder le cadre institutionnel, le cadre réglementaire, avant de parler un peu du cadre comptable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement bancaire au sein de l'UEMOA est caractérisé par deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est une réglementation à l'accès à la profession. L'accès à la profession est réglementé. Ce n'est pas parce qu'une personne ou un groupe de personnes ont des milliards qu'elles peuvent créer une banque. Pour créer une banque, il faut disposer d'un agrément et l'agrément suit un processus assez clair et rigoureux. L'obtention de l'agrément. Maintenant, si vous avez un agrément, c'est à partir de cette date-là que vous pouvez commencer à exercer. Donc, cela signifie que pour l'accès à la profession bancaire, il est réglementé. D'une part. D'autre part, il y a ce qu'on appelle la dualité de l'information financière. Donc, l'information que la banque va produire va avoir aussi deux rôles. Il y a une information sociale et consolidée destinée aux actionnaires et aux tiers. Parce que les actionnaires, en fin d'année, si la banque établit ses états financiers, les actionnaires pourront avoir le résultat dégagé. Et si on a le résultat, c'est là où on peut parler de distribution de dividendes, etc. Au regard des tiers, notamment les partenaires financiers, c'est pour peut-être permettre à ces tiers d'analyser la rentabilité économique et financière de la banque. Maintenant, l'information financière aussi a un deuxième rôle. Ce deuxième rôle, c'est une information prudentielle et statistique destinée aux autorités monétaires. Il faut le dire tout de suite, les banques sont soumises à un contrôle effectué par la Banque centrale et par la Commission bancaire de l'UEMOA. Les banques, donc, subissent des contrôles assez particuliers menés généralement par ces deux organes, en l'occurrence la Banque centrale et l'autre institution, c'est la Commission bancaire de l'UEMOA créée en 1990. Donc, ces banques ont des obligations déclaratives vis-à-vis de ces institutions-là. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en dehors de l'information sociale et consolidée, il y a une information statistique et prudentielle qu'on doit fournir aux autorités monétaires, et ces informations-là permettront à ces autorités d'apprécier la banque sur notamment le respect de la réglementation bancaire en vigueur au sein des pays de l'UEMOA. Ça, c'est le premier élément. Quels sont les éléments qui caractérisent l'environnement bancaire? Le premier élément, c'est une réglementation à l'accès à la profession. Le second élément, c'est l'information produite par la banque joue deux rôles. Il y a une information sociale et consolidée destinée aux actionnaires et aux tiers, mais il y a aussi une information prudentielle et statistique destinée aux autorités monétaires. Maintenant, après la présentation de l'environnement bancaire de l'UEMOA, on va aller sur le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, on va partir de données internationales. Il faut savoir que en 1930, il a été créé dans le monde une banque qu'on appelle la Banque des règlements internationaux, la BRI. La BRI a été créée une année après la crise de 1929 et une décennie après la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette BRI avait été créée essentiellement pour deux choses. Vous savez qu'après la fin de la Première Guerre mondiale, des sanctions ont été infligées à l'Allemagne à travers le traité de Versailles. Et deuxièmement, vous savez que l'Europe a beaucoup perdu sur la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la BRI à l'époque a permis à l'Europe, d'une part, de se reconstituer à travers des financements,
Et d'autre part, la BRI a aidé l'Allemagne à respecter les sanctions qui lui ont été infligées par le traité de Versailles. Donc, cette BRI a initialement été créée pour ça, pour permettre aux Européens d'avoir assez de financement pour refinancer leur économie, d'une part, mais d'autre part, la BRI a aidé l'Allemagne à respecter les sanctions qui ont été infligées à travers le traité de Versailles. Mais vous savez, ça, c'était un rôle ponctuel de la BRI. Aujourd'hui, on ne parle plus de guerre. C'est pourquoi le rôle initial de la BRI a été revu. Aujourd'hui, la BRI sert, on l'appelle même la banque centrale des banques centrales. Donc, c'est un organe qui permet de gérer même des transactions bancaires internationales, mais aussi c'est une banque qui permet de développer ce qu'on appelle un dispositif prudentiel. Un dispositif prudentiel à travers un organe qu'on appelle le comité de Bâle. Le comité de Bâle est un organe chargé de développer des normes prudentielles. Maintenant, qu'est-ce que la banque doit avoir comme ratio de rentabilité? Qu'est-ce que la banque doit avoir comme exigeant, comme fonds propres minimal, etc. Donc, ce comité-là développe ce qu'on appelle les normes prudentielles, qu'on appelle le comité de Bâle. Pourquoi on l'appelle comité de Bâle? Vous savez que la BRI est installée en Suisse, plus particulièrement dans la région de Bâle. C'est pourquoi on l'appelle comité de Bâle. Et le comité de Bâle sort des normes prudentielles qu'on appelle les conventions de Bâle. La première convention de Bâle a eu lieu en 1988. La deuxième convention de Bâle a eu lieu en 2007 et la troisième convention a eu lieu en 2010. Aujourd'hui, même l'ère Bâle 4 va entrer, mais ce n'est pas encore adopté dans les pays de l'UEMOA. Mais là, aujourd'hui, la BRI est une banque pivot qui sert à gérer les transactions bancaires internationales, notamment si une banque sénégalaise veut faire un virement au profit d'une banque française. La BRI est un organe de pivot pour les transactions bancaires internationales. Ce qu'il faut comprendre aussi sur ce point, et c'est extrêmement important à mon avis, c'est sur le cadre aussi, sur le cadre institutionnel, les conventions de Bâle développent essentiellement trois normes. Exigence minimum de fonds propres, le respect du processus de surveillance bancaire et la discipline sur le marché. Une banque doit être disciplinée sur le marché. Si vous voyez toutes les banques qui éprouvent aujourd'hui des difficultés, même dans notre pays, c'est parce qu'elles ne respectent pas plus ou moins ce dispositif-là qui permet aux banques, en fait, de pouvoir bien gérer leurs fonds propres. Parce que rien ne sert à faire, par exemple, un crédit pour un client qui n'est pas solvable. Donc, il y a des normes même d'appréciation pour fournir des crédits, etc. Mais on va y revenir quand on fera les opérations effectuées avec la clientèle. OK. Mais aussi, toujours sur le cadre institutionnel, il faut savoir aussi, au niveau des pays de l'UMOA, qui a été mis en place le 14 novembre 1973, composé essentiellement de ces organes, la conférence des présidents, le conseil des ministres, la banque centrale, qui est une banque qui garantit le bon fonctionnement bancaire au sein de l'Union. Aujourd'hui, tous ces organes jouent un rôle déterminant dans l'environnement bancaire au sein de l'UEMOA. Donc, sur l'international, il y a la BRI, mais au sein de nos pays de l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle la BCEAO qui joue un rôle fondamental pour la bonne gestion bancaire au sein des pays de l'UEMOA. Maintenant, si on résume en fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important. L'environnement bancaire, d'abord, au sein de l'UEMOA, on a dit présente des particularités. L'accès à la profession est réglementé, d'une part. D'autre part, l'information produite par la banque joue le rôle. Il y a une information consolidée et sociale destinée aux actionnaires et aux tiers, mais il y a aussi une information prudentielle et statistique destinée aux autorités
monétaire. Sur l'international, on a un peu parlé de la Banque des règlements internationaux qui aujourd'hui joue un rôle déterminant dans les transactions bancaires internationales. Et la BRI aujourd'hui, à travers son comité de Bâle, développe des normes prudentielles qu'on appelle convention de Bâle. Bâle 1, 1988, Bâle 2, 2007 et Bâle 3, 2010. Mais toutes ces conventions Bâle répondent toujours aux mêmes objectifs, c'est-à-dire développer des normes prudentielles pour éviter aux banques des failles ou des difficultés de gestion. C'est tout. Mais au sein de l'UMOA, vous savez, l'UMOA est composé de la conférence des présidents, du conseil des ministres, et il y a les organes monétaires. Parmi les organes monétaires, il y a la Banque centrale, mais aussi il y a la commission de surveillance bancaire. Et la commission de surveillance bancaire, comme son nom l'indique, est un organe chargé de contrôler la gestion des banques. Est-ce que les banques sont en train de respecter les normes prudentielles? Est-ce que les banques sont en train de respecter les textes en vigueur? Ça, c'est extrêmement important de savoir. D'accord? Et c'est indispensable. Et la commission bancaire a été créée le 1er octobre 1990. Et aujourd'hui, c'est une commission qui permet, comme je disais tout à l'heure, de surveiller les banques en matière de respect des textes légaux et réglementaires. Maintenant, si en fait, et cette commission, il faut le dire, peut faire même des contrôles, un contrôle sur place, un contrôle sur pièce. Le contrôle sur place, la commission se déplace jusqu'au sein de la banque, reste là-bas pendant des jours pour pouvoir contrôler la banque. Il y a des contrôles sur pièce où on vous envoie une liste de documents à transmettre et la commission, elle va rester dans ses propres locaux et faire les contrôles et peut-être faire. Et il y a des sanctions, Parfois, il y a des sanctions de 50, 60 jusqu'à des centaines de millions. Donc, il faut faire attention. Cette commission bancaire aussi a un pouvoir exorbitant de droit commun. Maintenant, si on termine sur ce cadre institutionnel, on va entrer au cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, c'est assez simple. C'est pour vous montrer quels sont les textes qui encadrent la réglementation bancaire au sein de l'UEMOA. On a le traité de l'UEMOA. Ça, c'est le premier texte à citer. Il y a l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Il y a la loi bancaire. Il y a la convention portant création de la commission bancaire. Il y a le plan comptable bancaire, il y a le dispositif prudentiel et il y a le dispositif d'accord de classement. Voilà les différents en fait, textes qui encadrent la réglementation bancaire au sein de l'UMOA. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut comprendre sur cette partie, tous ces textes en fait sont liés. Ces textes sont étroitement liés. On ne peut, par exemple, tu ne peux pas créer une société, une SA, il y a des modalités, on est bien d'accord. Mais maintenant, la création d'une société anonyme, maintenant, les banques aussi ont un dispositif assez clair en matière de capital social, en matière d'exigence minimum de fonds propres. Donc, on combine en réalité l'acte uniforme et les autres textes de l'UMOA. C'est bon? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi sur ce cadre réglementaire, les banques, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de mes promos, ont un système comptable spécifique à leur activité. Et ce système comptable, on l'appelle PCB. Le PCB, c'est le plan comptable bancaire et c'est entré en vigueur le 1er janvier 1996. Et ça va nous permettre de faire une transition pour quitter le cadre réglementaire et pour aller vers le cadre qu'on appelle le cadre comptable. Présenter un peu le plan comptable bancaire. Mais c'est l'article 39 qui nous réconforte dans notre position. Parce que l'article 39 nous dit la loi portant sur les réglementations bancaires, les banques et les établissements de crédit doivent être tenus selon un système comptable spécifique qu'on appelle le PCB. Donc, les banques ont un système comptable qui leur est spécifique.
Ils ont leur propre système qui est équidistant du Cisco WADA que vous avez appris en première et deuxième année, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose. Même dans la codification des comptes, vous allez dans le Cisco WADA, la classe 1, ce sont les comptes de ressources durables, mais aujourd'hui, au niveau du plan comptable bancaire, la classe 1 n'est pas un compte de ressources durables, la classe 1 est un compte d'opération interbancaire et un compte de trésorerie. Vous allez dans le Cisco WADA, la classe 2, ce sont pour les comptes de trésorerie, mais ici, la classe 2, ce n'est pas pour les comptes de trésorerie, c'est pour les comptes d'opération effectués avec la clientèle. Et cette particularité peut se justifier. Parce que dans une banque, la quasi-totalité des opérations sont des opérations financières. Donc, les banques méritent aussi d'avoir un système comptable qui leur est propre et qui répond aux particularités ou aux spécificités présentées par le secteur. C'est ça l'esprit, en fait, de cette dichotomie entre le Cisco WADA et le plan comptable bancaire. Le Cisco WADA, par exemple, la classe 3, c'est le compte de stock. Ici, la classe 3, ce sont les comptes de titres et les comptes d'opérations diverses. Vous allez dans le Cisco WADA, la classe 4, c'est pour les comptes de tiers. La classe 4, c'est pour les comptes de tiers. Ici, la classe 4 n'est pas pour les comptes de tiers. La classe 4, c'est pour les comptes de valeur immobilisée. Autrement dit, les immobilisations, si vous voulez. Vous allez dans le Cisco WADA, la classe 5. La classe 5, c'est pour les comptes de trésorerie. Ici, la classe 5, c'est pour les comptes d'opération sur fonds propres. Vous allez dans le Cisco WADA, la classe 6, ce sont les comptes de charge. Ici, la classe 6, c'est aussi compte de charge. Mais à la différence, vous allez là-bas, 60, c'est achat. Ici, vous voulez 60, c'est charge d'exploitation. Les intérêts supportés, par exemple, les intérêts ou les frais financiers supportés par la banque sont considérés comme des charges d'exploitation. Vous allez, par exemple, une entreprise comme la Sonatel qui va faire un emprunt bancaire. Mais les intérêts que la Sonatel supporte, on les considère comme des charges financières. Mais ici, les intérêts que la banque supporte, par exemple, sur une opération d'emprunt, sont considérés comme des charges d'exploitation. Parce que quel est le rôle d'une banque? Le rôle d'une banque, c'est d'avoir des fonds et de pouvoir les financer. Et en finançant, la banque peut faire des emprunts. Et quand on parle d'emprunt, la banque va supporter des intérêts. Ces intérêts-là, dans la logique du PCB, ne sont pas considérés comme des charges financières, mais plutôt comme des charges d'exploitation, contrairement au Cisco WADA. Vous allez aussi dans le Cisco WADA. La classe 7 est prévue. La classe 7 est prévue pour les comptes d'opération. Pour les comptes de produits. Ici aussi, dans le PCB, dans le plan comptable bancaire, la classe 7 est prévue aussi pour les comptes de produits, mais là-bas, 70 c'est vente, mais ici, 70 ce sont les produits d'exploitation, notamment les intérêts qu'on perçoit sur les prêts effectués, ou bien même les produits bancaires comme les frais de tenue de compte encaissés par la banque. Tout ça rentre dans la partie d'exploitation d'une banque. Là, je pense que c'est extrêmement important de comprendre cette partie et de savoir que le plan comptable bancaire est vraiment différent du plan comptable Cisco WADA. Donc, tout ce que vous avez vu en première et deuxième année, sur le plan, je suis juste sur la partie codification, mais même sur d'autres aspects, il y a vraiment une équidistance entre le Cisco WADA et le plan comptable bancaire, qui sont deux systèmes comptables différents. Pour résumer, en fait, tout ce que j'ai dit à travers cette première séance, qui s'agissait juste de vous présenter, en fait, l'environnement bancaire, de parler du cadre institutionnel, de parler du cadre réglementaire et de plus ou moins de présenter le cadre comptable du système bancaire. Maintenant, pour le cadre de l'environnement bancaire, on ne va pas y revenir. On a dit que c'est un environnement assez spécifique, caractérisé essentiellement par deux éléments. On a parlé du cadre institutionnel, on est revenu un peu sur le rôle de la Banque des règlements internationaux et on a ramené ça au niveau de l'UEMOA pour parler des organes, en fait, notamment la conférence des présidents, le conseil des ministres et les organes monétaires, la Banque centrale et la commission de surveillance bancaire qui jouent un rôle extrêmement important
en matière de contrôle, en matière de surveillance, etc. Maintenant, on a parlé aussi du cadre réglementaire pour essayer de montrer les textes qui encadrent la réglementation bancaire au sein de l'UEMOA, notamment le traité de l'UEMOA, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales, la loi bancaire qui a été mise en place en 1994. C'est extrêmement important. On est bien là. Et c'est une loi qui nous dit que les banques sont obligées de tenir un système comptable qui est spécifique à leur activité. Voilà, en fait, ce que je voulais partager avec vous à travers cette première séance qui vous permettra de pouvoir peut-être comprendre qu'aujourd'hui, les banques présentent un certain nombre de particularités, même en matière de contrôle interne. Et même en matière de contrôle interne. Le contrôle interne, c'est quoi? C'est l'ensemble des procédures mises en place par la direction générale pour garantir une bonne circulation de l'information financière et pour sauvegarder le patrimoine. Donc, c'est un dispositif mis en place par la banque pour dire, voilà comment on fait, par exemple, une opération de crédit. Si on va accorder, par exemple, à un salarié un crédit, voilà ce qu'on doit faire. Le salarié, par exemple, doit nous amener son contrat de travail, ses 3 derniers bulletins de salaire, une attestation de virement de salaire irrévocable, un certificat de domicile, etc. Donc, c'est un processus qui a été décliné par la banque. Et tous les gestionnaires de compte de cette banque-là doivent respecter cette procédure-là lorsqu'ils reçoivent un client qui peut faire une opération d'emploi. Si la banque veut prêter, voilà ce qu'on doit faire. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de contrôle interne. Mais tous ces éléments-là, on va y revenir sur la prochaine séance. Il sera d'abord consacré aux opérations effectuées avec la clientèle. C'est parce que ce chapitre-là va constituer une grande partie de ce module-là. Je vous remercie tous et à la prochaine. Inch'Allah. Merci.